Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le cas des circoncisions et essayer de faire comprendre à quel point cette pratique est proche de l'excision. J'aurais préféré parler de circoncision uniquement et considérer que les gens soient capables de comprendre par eux-mêmes en quoi cette pratique est barbare, mais je sais très bien que c'est pas le cas. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le parallèle avec l'excision, qui elle choque les gens. Pour ce faire, j'ai décidé de me baser sur une vidéo provenant de l'émission Je t'aime, etc., qui avait pour sujet l'excision. Bien évidemment, je vous conseille de visionner cette émission, mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre la vidéo. Oui, alors tout d'abord, l'excision, en quelques mots, qu'est-ce que c'est lorsqu'on coupe une partie des organes génitaux féminins, le bout du clitoris, parfois les petites lèvres et ou les grandes lèvres. Avant de poursuivre, je préfère préciser que je vais utiliser leur définition de l'excision, même si elle n'est pas exacte. Techniquement, l'excision ne concerne pas que les femmes, elle peut concerner n'importe qui. On peut voir qu'on parle de sexualité volée quand on aborde l'excision. Le problème, c'est que si on est tatillon, ce n'est pas le cas. Premièrement, les relations sexuelles ne sont pas limitées à l'orgasme. Et Christine qui explique qu'elle a décidé d'éprouver du plaisir malgré tout. Est-ce que c'est possible? Elle a dit décider. Et en fait, c'est ça. On oublie parfois, mais notre premier organe sexuel, ça reste notre cerveau. Deuxièmement, il ne se limite pas non plus à l'orgasme via une stimulation du bout du clitoris. Et puis autre chose aussi, la partie interne du clitoris, vous l'avez dit, docteur, lui, il n'est pas endommagé. Oui. Et donc, ça veut dire que on peut stimuler évidemment le clitoris, avoir du plaisir, parce que la grande partie du clitoris reste, lui, bien présent. Alors, je ne cherche pas à être de mauvaise foi, je suis fermement contre l'excision, je cherche juste à anticiper les contre-arguments que je pourrais recevoir. Je ne suis pas en train de nier l'impact de ce genre de pratique barbare, j'essaie juste d'être précis. Et si vous avez eu l'impression que j'étais de mauvaise foi, alors demandez-vous ce que vous m'aurez répondu si je vous avais dit que certains hommes circoncis ont moins de sensations au niveau du gland. Parle-t-on pour autant de sexualité volée? Eh bien non. On se réjouit étant donné que ça lui évitera de jouir précocement par exemple. Imaginez si on mutilait les femmes pour optimiser les chances que cette femme a de satisfaire son mari sexuellement, aux dépens de son propre plaisir. Si vous voulez voir comment on réagit dans ces conditions-là, je vous laisse regarder ceci. Là encore, la femme ne souffre pas, elle ne perd rien en sensations, etc. Mais le simple fait qu'on optimise le bonheur de son mari, le plaisir sexuel sans son accord, rend la pratique immorale, et elle est bien évidemment condamnée par les féministes. Ce qui n'est pas le cas de l'excision, ou pas autant en tout cas. Mais au-delà de ça, toute forme d'excision est interdite en France, que ce soit une excision totale ou partielle. Le fait de simplement couper les lèvres par exemple est illégal, même si le clitoris n'est pas touché. Donc si on voulait vraiment comparer la circoncision masculine et l'excision féminine, il faudrait rendre légal le fait de retirer les lèvres des jeunes filles par exemple, ainsi que le capuchon clitoridien, sans pour autant toucher au clitoris en lui-même. Le plaisir procuré par le clitoris serait amoindri de la même manière que pour les hommes, mais il serait toujours présent. D'autre part, l'excision n'enlève jamais tout le clitoris. Ensuite, on décrit comment se passent les excisions. C'est-à-dire que c'est un choc traumatique inouï, vous imaginez bien, d'une intensité et d'une violence. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucune préparation psychologique, c'est-à-dire que les petites filles, parce que ce sont des petites filles entre 10 et 13 ans, ne savent absolument pas ce dont il est question et qu'est-ce qui va leur arriver. Donc il y a déjà l'effet de surprise. Ça, il arrive aussi que ce soit en pleine nuit pour éviter justement toute fuite, etc. Encore une fois, vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'anesthésie générale. Donc c'est une amputation à vif qu'on vous fait et qui vous amène votre mère, vos parents généralement, c'est-à-dire les personnes qui sont censées le plus vous protéger de tout risque dans la vie. Donc vous êtes comme offert en pâture et ça touche une zone intime. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on pourrait très bien spéculer que cette facette de l'excision est uniquement liée au contexte dans lequel elles sont exécutées, et non au principe même de l'excision. On l'a vu, c'est une mutilation, d'ailleurs ça se fait pas sous anesthésie, elle l'a bien décrit dans le reportage. Donc c'est vraiment une mutilation avec la douleur, qui est vraiment une douleur extrême, parce que c'est une zone qui est très innervée, donc cette douleur, elle peut même, elle a dit j'étais étourdie, elle peut avoir des conséquences, et en plus de la douleur, il y a le risque hémorragique, qui est un risque qui peut être un risque vraiment vital, et chaque année sur la planète, malheureusement, il y a des centaines de femmes qui meurent après cette mutilation sexuelle. Puis le troisième risque, et là aussi c'est un risque qui est vital, c'est un risque d'infection, parce qu'on imagine que ça se fait dans des conditions qui sont tout sauf un bloc opératoire, c'est une mutilation qui risque de saigner, qui risque de s'infecter avec des jeunes filles qui ne sont pas vaccinées contre le tétanos, donc il y a le risque de tétanos, il y a le risque de septicémie, donc on est vraiment sur quelque chose qui est horrible. Et si on excisait en France, l'excision se fera proprement, par anesthésie si la personne est assez âgée et dans des conditions d'hygiène respectables. Donc ce n'est pas en soi un argument pour interdire l'excision, mais simplement pour interdire les opérations sauvages. Du coup, l'argument pro-circoncision qui consiste à dire que les garçons meurent moins de la circoncision ou qu'ils ont moins de complications est uniquement lié au fait que ces opérations se passent dans de bonnes conditions, c'est tout. Ils abordent aussi dans l'émission le cas des souffrances psychologiques. Cette facette est aussi présente chez les personnes circoncises. La majorité n'est pas traumatisée, tout comme la majorité des excisés ne l'est pas.
La différence, c'est que l'excision est illégale en Occident, donc il peut être perçu comme un Eldorado pour ces femmes en détresse. Mieux que ça, il permet de faire comprendre que c'est mal, et de faire comprendre aux victimes excisées que le problème ne vient pas d'elles, mais du simple fait que leur communauté est constituée de tarés. Mais qu'en est-il pour les personnes circoncises? Premièrement, on peut considérer qu'il n'y a pas de journée mondiale contre la circoncision. La circoncision est une mutilation génitale, généralement chez le bébé ou chez l'enfant, qui est légale partout en Occident. Deuxièmement, la moitié des féministes ne sont tout simplement pas pour l'interdiction de la circoncision. Ils considèrent que c'est juste une opération chirurgicale comme se faire retirer les dents de sagesse par exemple. Rien de très grave, rien de traumatisant, alors on s'en fout. Alors que la deuxième moitié, elle, semble être contre la circoncision, mais visiblement, rien n'est entrepris pour l'interdire réellement. Donc dans la pratique, on s'en fout. Résultat, 100% des féministes s'en foutent dans la pratique de cette mutilation génitale, généralement sur des bébés ou des enfants. Et vous parlez de souvenirs, et c'est vrai qu'il y a vraiment une mémoire corporelle. C'est-à-dire que quand on a eu, même si on s'en souvient pas, parce que ça s'est passé quand on était tout petit, le corps lui s'en souvient. Et donc toute caresse dans cette zone-là peut être vécue comme Une nouvelle agression. Une nouvelle agression. En complément, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu comme argument plusieurs fois que le fait de couper le prépuce avant la puberté permettait au gland de grandir davantage. Ce qui permettrait donc d'avoir un pénis plus apte à faire plaisir à la personne avec qui l'individu circoncis aurait des relations sexuelles. Ceci rejoint ce que dit un autre intervenant dans l'émission. Il parle d'infibulation. Donc c'est pas à proprement parler une excision puisqu'on ne coupe rien, mais c'est du même acabit. Il s'agit de coudre les lèvres pour augmenter le plaisir du mari lors de la pénétration. Je pense qu'on peut dire que cette pratique est tout aussi barbare et condamnable que les autres mutilations génitales. Pourtant, il est bien perçu de promouvoir la circoncision de manière analogue. Il y a aussi comme argument le fait que la circoncision réduirait les chances d'avoir le sida ou des MST en général. Alors cette différence de prévalence entre les circoncis et les non-circoncis est simplement due à la surface de contact. Moins il y a de surface de contact, moins il y a de chances de transmission. Donc couper les lèvres des jeunes filles aurait le même effet. Il y a aussi un argument qui prend en compte le fait que certains hommes ressentent en fait plus de plaisir après la circoncision. Bien dans ces cas-là, tout ce qu'on pourrait faire c'est la même chose pour les filles. On pourrait pratiquer des reconstructions de clitoris sur des clitoris non excisés. C'est-à-dire qu'il s'agirait de faire ressortir le clitoris de l'intérieur du corps. Il y aurait donc plus de plaisir ressenti, comme le dit l'intervenant ici. Non, parce que là, on a refait les choses et vous avez non seulement un clitoris normal, mais il est un peu plus gros que la moyenne. Donc, voilà.